Paul-Émile Durand, bonjour. Salut, Tu es séminariste pour le diocèse de Montréal, c'est en plein ça, exactement. mais tes paroles n'engagent que toi aujourd'hui. Hein? Oui, exactement. Tu parles pas au nom de Non, ni de l'Église de personne. Montréal, ni du séminaire, ni de qui que ce soit. Là. Fait que tu as le droit de dire des niaiseries, c'est Ouais, je correct. suis là pour ça, c'est bon. Super. En 2019, tu avais signé pour nous un texte intitulé Voici l'homme où tu rapportais essentiellement les paroles de deux philosophes, Oui. Olivier Bonwigen Et Martin Stephens, Oui. qui se sont quand même beaucoup questionnés sur qu'est-ce qu'un homme, est-ce qu'il y a une différence entre les hommes et les femmes. Je ne sais pas trop par où commencer cette discussion-là parce qu'il y a tellement d'angles possibles. Peut-être d'une manière très étymologique, là, c'est un peu plate, mais vu que tu es philosophe, on va en profiter. Ben oui. C'est quoi être viril? C'est Ben quoi oui. un Ben homme? justement, j'ai une petite question quiz pour vous. Je me suis demandé justement comment on pourrait aborder ça, comment on pourrait se poser la question. Puis il y a un dicton assez connu d'Aristote, je suis sûr que vous allez pouvoir le compléter. In medio stat Statistique. virtus. ça Ça me vous dit quelque semble, chose, ça, non? désolé. Quand on demande à Aristote, c'est quoi la vertu, puis il y a un jeu de mots étymologique sur vertu, comme potentialité, force, mais aussi virilité. Il y a comme une étymologie commune. Puis c'est ça, quand il définit la vertu, il dit c'est quoi? C'est le milieu entre un vice par excès, puis un vice par excès de trop ou un vice par excès de manque. C'est, mettons, le Un courage. exemple, ouais. Ouais, un courage, par quelqu'un qui est courageux, je sais pas, d'aller aider quelqu'un qui traverse la rue, il va y aller, pas de problème. Mais si c'est une autoroute, tu vas pas traverser, tu sais. Ça, c'est être téméraire, c'est être trop. Puis si c'est dans une petite ruelle, mais que tu juste dis, ben, je suis bien en pantoufle, puis je vais pas aller aider la personne en face qui a besoin d'aide à sortir ses poubelles ou quoi que ce soit, là, c'est pas. C'est un manque de courage. Ouais. Ouais. Fait qu'il y a comme une question d'équilibre, puis c'est ça, je me suis rendu compte en repensant à tout ça, ce que j'avais écrit, tu sais, c'est le fun de relire ce qu'on a écrit. Vraiment, la masculinité, je pense qu'il faut le voir comme un équilibre. Parce qu'il y a une force, il y a une puissance en l'homme, qui est, tu sais, on le voit, là, les gars, bon, on en parlait tantôt, mais dans notre développement, il y a un moment où on aime ça se battre, se comparer les uns aux autres, il y a une espèce d'esprit compétitif pour voir ce qu'on vaut, voir si on est capable de faire. Mais le but, c'est pas juste d'avoir une force ostentatoire qui écrase les autres, qui tasse tout le monde, ça sert à rien. Puis en fait, ce qui est vraiment plus intéressant pour comprendre la masculinité, je pense, c'est de le voir comme une puissance, une capacité. C'est quoi la différence entre une puissance et une force? Ouais, c'est ça, tu viens d'un peu l'aborder, mais pour que ce soit clair, là, la distinction entre Ouais. force et puissance. Ben, il y en a une justement qui est en puissance, puis l'autre est en acte, on pourrait dire. Ouais. Pour reprendre des notions aristotéliciennes, mais on n'a pas besoin de l'exprimer puis de le manifester pour être certain qu'on l'a. Je pense qu'un homme qui est confiant, qui se rend compte qu'il a déjà vécu ses limites, dans un sens ou dans l'autre, qui se dit « OK, je suis vraiment bon dans tel domaine, je suis vraiment très mauvais dans tel autre domaine », il sait, il se tient où en lui-même. Il n'y a pas besoin de se prouver continuellement. Exactement, c'est ça. Il sait qu'il a la force en lui, il sait qu'elle est là en potentialité, elle pourrait s'exprimer en cas de besoin, mais il n'y a pas besoin de la montrer ou de la mettre en action à tout bout de champ. Ah, regarde C'est comment un je suis signe de fort. faiblesse. C'est comme si je lève la table ici, là, pendant l'entrevue, c'est pas vraiment utile. Non, c'est ça. On sait que tu es capable. Ouais. Je pense qu'on serait tous capables. Là. On va tester à la fin si tu veux vraiment. Ben là, en êtes-vous vraiment certain? Il y a des bonnes chances que oui. Mais ça, moi, je pense qu'il y a une question de puissance, oui, mais pas toujours appliquée et extériorisée. C'est-à-dire, je suis capable de faire des grandes choses, je suis capable de bouger le monde, mais je ne vais pas nécessairement le montrer à tout le monde. Puis justement, c'est là que ça devient intéressant. Ouais. Il va choisir ses moments, il va choisir ses combats, puis il va se battre. Bien, nécessairement, la force est là, je pense, pour protéger ce qui est plus faible. Puis à l'époque, je m'étais posé la question, puis je faisais des études vraiment en philosophie à temps plein. Là, je fais d'autres choses, en théologie et tout ça. Ça augmente le champ des perspectives, mais en même temps, il y a des choses qu'on voit bien en philosophie. À tes premières amours. Exactement, exactement. Puis voilà, il y a une phrase de Martin Heidegger qui m'avait marqué. Mieux que l'efficience, puis l'effectivité et la potentialité. Ça, c'est vraiment, je pense, je pense pas qu'il parlait de l'homme, là. Lui, il fait des affaires au 20e siècle de philosophie, là, un peu compliqué. Mais je pense que ça s'applique Comment t'appliques aussi à ça, l'homme. ouais? Ben, c'est ça, c'est quelqu'un qui se dit, j'ai une force, puis je vais choisir mes combats, puis je vais choisir ce que je veux défendre. Une des choses les plus intéressantes à défendre, c'est justement le beau, le bon, le vrai, qui sont par nature fragiles. C'est ça qu'un des deux philosophes que j'avais interviewé m'avait dit, tu sais, les choses qui sont vraiment belles, vraiment puissantes, vraiment fortes, l'amour, là, c'est un mot qui est galvaudé, mais un vrai amour profond, je pense doit qu'il être défendu, doit être protégé. Doit être défendu, doit être protégé, doit être encadré aussi, c'est un des rôles des hommes. Là, comme il y a une force, il peut créer une enceinte protectrice, une défense, pour qu'il y ait quelque chose qui se fasse à l'intérieur. C'est ce qu'on voit notamment dans le cas de la maternité. La femme apporte quelque chose en elle, intérieure. C'est sûr que ça la met dans une situation
c'est plus complexe, là. Je pense que vous avez l'expérience quand on connaît les femmes enceintes, là. Puis l'homme, il y a une force qui est là pour quoi? Pour se donner pour la vie. Il a donné la vie, puis ensuite, il permet à la vie d'avoir un cadre favorable à se développer. Que la femme enceinte puisse avoir cette période, entre guillemets, de vulnérabilité-là, avec l'esprit un peu plus tranquille, c'est-à-dire sachant qu'il y a quelqu'un à côté d'elle pour l'aider, pour la supporter, pour des choses aussi bêtes que d'autres tâches dans la maison, où là, peut-être que le gars, il faut qu'il s'enlève les doigts du nez, spécialement pendant ces moments-là. Au niveau physique, physiologique, mais au niveau aussi peut-être émotionnel, relationnel, spirituel, tout ça. L'homme est là aussi pour donner des conseils, pour aider. Puis bien sûr, c'est comme toute bonne personne, tout bon accompagnateur, je pense qu'il ne va pas tordre le bras. Il va proposer à l'autre, puis il va le laisser dans sa liberté. Bien, justement, on le voit dans des contextes même politiques, là, on ne fera pas trop de liens induits ici, là, mais l'expression de la force, bien souvent, est l'aveu d'une faiblesse. Absolument. C'est-à-dire, si tout d'un coup, là, je frappais sur la table ici, c'est que j'aurais déjà perdu le contrôle de la discussion ou de... Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. C'est ça. En fait, je le vois bien aussi quand je me fâche avec les enfants à la maison. Plus je hausse le ton, c'est comme si je suis en train de leur dire j'ai perdu le contrôle de ce qui se passe. Il y a quelque chose en amont qui a échoué là, pour que j'en vienne là. Fait que effectivement, quelque chose là. C'est un aveu de faiblesse, l'utilisation, excusez-moi, de la violence comme directe puis frontale, on pourrait dire. Ouais. Puis la force, je pense, est beaucoup plus efficace, utile quand elle protège puis elle donne le contexte. Justement, quand tu es préventive, de dire, OK, là, vous arrêtez de vous ostiner, je sais pas, il est à qui le morceau de Lego, mais vous arrêtez de vous battre. Je vais vous mettre un contexte, vous allez vous parler l'un à l'autre. Marc, il va parler à Jean, puis là, on va s'entendre. Puis je pense que là, la force... J'utilise mon autorité, ma position dans la famille de père pour placer ce contexte-là où il va pouvoir arriver la paix, finalement. Dans une résolution de conflit, exactement. C'est intéressant, ça. Ouais. Comment tu vis ça, toi, Thomas, à la maison? Ben, tu réussis à contenir ta potentialité tout le temps? Moi, ça dépend aussi de ce qu'on a eu comme héritage. Mais tu sais, moi, j'ai eu un héritage où on parlait beaucoup pour gérer les conflits. C'était beaucoup par la parole. Fait que au début, moi, je sermonnais. Pour mettons, régler un conflit. Suite à la gestion d'un conflit, ça m'arrivait souvent de tomber dans le sermon qui servait à moraliser l'enfant, mais a posteriori, j'y repensais puis je me rendais compte qu'en fait, je me parlais à moi-même, c'est-à-dire que je m'obstinais moi-même, ce qui est une marque d'insécurité aussi, là, dans le sens où ce que ça témoignait, c'est qu'au fond, j'étais moi-même incertain de mes propres décisions, puis j'avais besoin, par le sermon, de me justifier, de justifier à mes enfants que je suis l'autorité, et que c'est pas bon, puis mais je me justifie moi-même dans mon... Fait que oui, c'est sûr que ça parle. Être une enceinte de protection, c'est facile à dire, mais dans la pratique, au quotidien, c'est une autre paire de manches. C'est le combat d'une vie, c'est sûr. Ouais. On parle de combat, de force. Tu sais, ces philosophes-là, ils ont pensé à un moment où on était toujours sur le bord d'une guerre. Je parle d'Aristote, là. Puis même dans le Moyen Âge, il y a eu les thomistes qui ont repris ça, ces idées-là. Bon. Le contexte est différent. Est-ce que ces concepts-là valent encore? Est-ce que, il n'y en a plus de menaces? En tout cas, peut-être dans d'autres pays, oui, mais ici, au Québec, cette combativité-là, cette force-là, elle devient encore plus caduque, non? Bien, je pense qu'il peut y avoir des conflits puis des guerres au milieu de la famille. Puis on va sûrement en entendre parler tantôt, là, mais il peut y avoir des guerres dans la maison. Dans la société aussi, il peut y avoir des conflits latents. Puis si on a délaissé les armes, je pense qu'on peut avoir pris des armes intellectuelles ou autres, ou des conflits. Je pense que les conflits humains, c'est assez universel dans notre dimension. On est homme, puis tant qu'il y a des hommes puis des femmes, ben, il va y avoir des conflits. Là. Ouais. Tant parce qu'on ne s'entend pas ou parce qu'on a des intérêts différents. Je pense qu'on peut vivre notre masculinité pour aider justement à résoudre des conflits puis pas mettre de l'huile sur le feu. Non, il n'y a plus vraiment de conflits armés. Ben, il y en a, là, malheureusement. Là, on a encore des guerres un peu à gauche, à droite dans le monde. Ouais. Mais ce qui n'a pas changé, c'est la présence d'injustices. C'est ça que tu dis. Des injustices, il y en a tous les jours. Là, et il y en a dans nos réalités familiales parce qu'en fait, les enfants sont constamment en train de voir des injustices partout. Là, mais il y a des injustices, puis tu l'as bien dit tantôt, la justice, c'est quelque chose de fragile, puis pour l'affirmer, des fois, il faut l'affirmer avec colère. Puis ça, c'est quelque chose aujourd'hui qu'on a bien de la difficulté à aborder parce que c'est
c'est très Y a-t-il difficile. une saine colère, par exemple? Difficile de se mettre en colère, mais de rester mesuré par souci de la justice sans que ça déborde et que ça vienne faire mal. C'est quelque chose, tu sais, on est très maladroit parce qu'on est faible, donc, mais il n'y a plus de guerre, mais c'est ça, donc il y a le rôle de l'homme qui doit des fois rétablir la justice, comme un bon roi sur son peuple, là, qui serait juste. Il est encore tout à fait d'actualité. Là. On parle de l'homme là, comme si c'était une catégorie ou des qualités qui sont exclusives à l'homme. On peut retrouver ça chez certaines femmes aussi, cette force-là, toute cette potentialité-là. Est-ce que c'est vraiment exclusif, ce que tu décris là? Je pense pas. Non, je pense que... Puis bon, la force, c'est un terme qui est général. Là. Force, puissance, c'est des choses qu'il va falloir éventuellement distinguer. Là. Mais je pense qu'il y a une grande force aussi dans la femme, mais qui va se manifester autrement, qui va être présente à d'autres moments. Déjà, une force, je pense, de résilience, une force physique aussi, je pense, de porter les enfants, tout ça. C'est quelque chose qu'on n'a jamais expérimenté, puis je pense qu'on n'expérimentera jamais. C'est comme impossible de comparer, c'est ça. Je pense que vous pouvez en être témoin, d'avoir vu vos femmes, puis d'avoir une certaine résilience. Donc, il y a une force qui est différente. On se sent très faible. On se sent très, très, très faible à côté de cette force-là. C'est agréable de vivre. Tout à fait. Non, il y a des complémentarités des forces, je pense. Oui, effectivement. Je serais curieux d'entendre Vincent là-dessus, là, sur justement cette colère-là. Est-ce qu'il y a des moments où la colère est saine, où elle doit s'exprimer? Mais moi, je dirais que comme clinicien, la colère, c'est toujours bon. La colère, c'est une émotion, c'est comme il y a les émotions de base, la colère, la tristesse, le dégoût, la surprise, la joie. Je veux dire, c'est tout l'anxiété. C'est tout bon, c'est nécessaire. Notre cerveau limbique, il fait ça pour des raisons. Là. Tous les mammifères ont ces émotions-là. Puis l'agressivité, bien, c'est un peu l'expression de cette colère-là. On va savoir que quelqu'un est en colère parce qu'il manifeste de l'agressivité. Comme vous sauriez que je suis triste si je pleurais. Ça serait l'expression de ma tristesse. Ouais. L'agressivité, on va voir tes comportements changer, tu vas être plus tendu. C'est ça, brusque, le ton de voix. Donc, j'ai tout un non-verbal ou du paralangage que vous allez tout de suite détecter, je suis agressif. Là où c'est un problème, c'est la violence. C'est ça qui est problématique. C'est ça aussi qu'on va expliquer aux hommes qui viennent nous rencontrer. Okay? La colère, l'agressivité, c'est correct. Le problème, c'est la violence. Il y a moyen de séparer ces choses-là. Et des fois, je pense non seulement, que les gars comprennent ça, puis voient comment je peux exprimer et utiliser cette colère-là de manière non violente pour qu'elle soit pertinente. Parce que si je suis en colère, c'est que je vis une agression, là, réelle ou perçue, mais il se passe quelque chose. C'est pas pour on rien peut pas mettre ça sous le tapis comme si de rien n'était. Non, mais c'est ça. C'est que toutes les émotions m'indiquent quelque chose sur moi. Alors, il faut que j'en prenne acte. Tu sais, si je suis heureux, si je pleure, si je vis de l'anxiété, il se passe quelque chose. Ouais. Mon corps m'envoie ces signaux-là. Mais c'est après ça, c'est comment je vais le gérer. Et peut-être que je pense maintenant, dans la société actuelle, un des problèmes aussi, puis des fois que les gars sont en réaction à ça, c'est qu'on va vraiment surréagir peut-être à l'agressivité des gars, où on va avoir peur qu'ils deviennent violents, où on va confondre la violence et l'agressivité. Et c'est là que les gars vont peut-être se sentir culpabilisés, gérés, pas entendus, pas écoutés. Et c'est là des fois où non seulement d'un côté les gars doivent faire la différence, mais la société, les femmes aussi doivent comprendre ça réciproquement aussi. Là. Ça, c'est pas suffisant de mettre le couvercle sur la marmite puis de dire on va attendre que ça se calme. Il doit y avoir un dialogue là-dedans. Il y a tout un travail d'éducation aussi, je t'entendais. Merci, Vincent, c'était super éclairant. Il y a tout un travail d'éducation. Je t'entendais, Paul-Émile, là, parler de justement cette force-là, qu'il faut que ça reste une potentialité, mais comment la contenir, comment la canaliser pour qu'elle s'exprime au bon moment. C'est pas inné, ça. Non, c'est sûr. C'est acquis, il faut apprendre ça. Déjà, vous connaître nos limites, nos mesures. Là. À un moment donné, aller courir, je sais pas, si quelqu'un aime courir 5, 10, 15 km, tu vas dire, à un moment donné, là, je t'aboute. Puis d'abord, c'est quoi ton max? Puis là, tu n'as plus besoin de le prouver aux autres. Une fois que tu le sais en toi-même, tu n'as plus besoin de le prouver aux autres. Tu n'as pas besoin d'aller chercher une validation par les autres. Quand toi-même, tu sais c'est quoi tes limites, je pense que ça, c'est déjà une grande porte ouverte à se dire, OK, là, je sais c'est où que je peux aller, c'est où que je peux pas aller. Fait que je suis capable de me calmer. C'est sûr qu'il y a aussi une invitation, je pense, par l'exemplarité. C'est quelque chose que je m'étais dit aussi, en fait, être homme, ça s'apprend en regardant d'autres hommes, en ayant des modèles, en s'inspirant.
dans le sens de si on veut faire et de si on veut pas faire. Là, les deux sont importants. Ouais. Ça, je pense qu'on peut aussi, je pense qu'il va y avoir un franc-parler entre gars d'être capable de se le dire. Là. Hey, là, t'as pas fait ça comme il faut, ou je sais pas quoi. D'être capable de se parler, là, d'ouvrir la parole. Je pense que c'est quelque chose qu'on a dans notre éducation en tant qu'homme, puis en tant que société aussi, là, que les gars puissent se parler entre eux. Je pense que c'est quelque chose qui nous aiderait. Parce que des fois, on se retient ou on voudrait pas. C'est comme si on aurait peur de pas se mêler de nos affaires. Si, peut-être là, tu as dépassé les bornes. Autrement, c'est ça. On peut. Moi, j'ai moins d'expérience que que vous autres, admettons. Là, au séminaire, c'est pas trop à la mode. Donc, en fait, on pourrait, je sais pas, d'une certaine manière, faire passer un message. Je pense que c'est quelque chose qu'on comprend toutes. Là. Je sais pas, en ramassant pas la vaisselle ou en faisant telle chose de telle manière pour dire finalement, ouais, ça, j'étais pas d'accord, ou ça, je l'aurais pas fait ça de même. Ou d'avoir un silence, en fait, qui soit un peu traître, qui nous trahisse en quelque chose. Là. Donc ça, je pense que c'est quelque chose qu'on a à développer aussi, d'avoir une saine communication. Je pense à mon épouse là, qui m'aide à être un meilleur homme, dans le sens où elle me dit, bon, là, peut-être que cette intervention-là avec tel enfant, ça aurait été mieux de telle ou telle façon, peut-être plus ferme ou moins ferme, ou en tout cas, ça varie, mais elle a un œil extérieur qui vient un peu balancer les trucs. Je sais pas comment c'est chez les ploufs. C'est comme toi. C'est pareil, moi, je veux dire. Ma femme, elle te donne des conseils. C'est ta femme, elle intervient. Non, mais moi aussi. Mais tu sais, ça, c'est en tout cas, c'est une grâce là, d'avoir, moi, je parle pour moi, là, d'avoir une femme qui n'a pas la langue dans sa poche, qui me provoque énormément, là, qui a du caractère. Parce qu'elle me brasse, puis c'est fondamental. Parce que sinon, moi, je serais pantouflard, là, tu sais. Moi, je reviendrais vers mes... Fait que non, elle est toujours en train de me confronter à, tu sais, telle affaire, telle situation. T'es là, t'étais comme ça. Puis là, moi, je suis là, voyons donc, vas-tu me lâcher? Mais au fond, après, oui, elle a raison, tu sais. C'est ça, dans le couple, il faut faire ça, tu sais. Il faut mutuellement se confronter, s'exhorter. Parce que sans quoi, tu sais, ça, c'est un chemin de conversion, dans le sens un chemin qui nous amène à être meilleur, un chemin qui nous amène à toujours chercher plus le bien. Mais oui, c'est sûr que effectivement. Qu'est-ce qui vous empêcherait de faire ça au séminaire? On le fait en fait au séminaire. J'y repensais puis je me disais, depuis cette année... Je te donne une occasion de te reprendre. De me reprendre. Je parlais en bien du séminaire de Montréal parce que nous aussi, on a nos femmes qui nous évaluent puis qui nous aident à grandir et tout ça, mais il y a un conseil du séminaire là, qui est composé de 2 prêtres et de 3 femmes. Donc il y a une majorité de femmes qui va se prononcer sur notre formation, dire toi tu vas aller là en stage, toi tu ne prendras pas tel cours ou plutôt tu vas prendre tel autre cours parce que tu en as besoin pour ton développement. Puis... Donc ça, je trouve ça beau. C'est une prise de conscience de l'évêque, puis je pense un peu de l'Église à bien des endroits, de dire que en fait, le regard de la femme est nécessaire. On a vraiment besoin de notre masculinité en premier lieu, c'est sûr, parce que la grâce ne nie pas la nature, puis on a toujours besoin de notre masculinité aussi. Si on veut comprendre la masculinité, il faut comprendre la féminité. Là. Les deux se comprennent l'un par rapport à l'autre. Mais aussi dans notre rôle, éventuellement, de prêtre, éventuellement, on nous appelle père, c'est pas pour rien, il y a une certaine paternité. Puis ça aussi, la femme a vraiment un regard super intéressant. Donc nous, on a une variété, on pourrait dire, il y a des femmes mariées, il y en a une qui est aussi, qui est pas mariée, mais qui a vraiment une expérience d'église très, très profonde. Il y a des études aussi qui peuvent nous aider. Donc vraiment, on a cette grâce-là au séminaire là, d'avoir des femmes qui vivent avec nous plus ou moins au quotidien, c'est-à-dire qui travaillent dans la maison, donc on les voit souvent. On les côtoyer, oui. Paul-Émile Durand, c'est tout le temps qu'on avait pour ce premier segment. Mais merci. Déjà, ça met la table pour la suite de la discussion. Merci beaucoup. Ça fait plaisir.